Bonjour à tous et bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Alors, on s'est tous déjà posé cette question. Je ne suis pas bien au travail, je change quoi? Ou je fais quoi? Aujourd'hui, je reçois Didier Gutmann, coach, consultant, et l'auteur du livre Je ne suis pas bien au travail, je change quoi? Alors, Didier Gutmann nous aide à comprendre pourquoi on se sent parfois bloqué et surtout comment enclencher un vrai changement. Dans cet entretien, vous allez découvrir des clés concrètes et des idées fortes pour retrouver du sens et avancer. Allez, c'est parti. Didier Gutmann, bonjour. Bonjour. Didier, vous observez dans votre livre que le travail est, par essence, une source de tension et de compromis. Qu'est-ce qui vous a poussé ou invité à écrire sur le sujet du bien-être au travail? Alors le travail, oui, le travail, c'est une source de tension, c'est une source de compromis. On travaille toujours pour les autres en fonction de leurs intérêts et c'est même pour ça qu'on est rémunéré. Donc c'est jamais une partie de plaisir en base. On n'est pas là pour se faire plaisir. On peut aussi s'y faire plaisir, mais on n'est jamais là pour ça. Qui dit travail dit contrat et qui dit contrat dit qu'il y a une autre partie prenante, vis-à-vis duquel on a des droits et des devoirs. Alors pourquoi j'ai écrit sur le sujet? Ce livre-là, il est le produit de 20 ans d'expérience. C'est le produit de 20 ans d'accompagnement. Ça fait à peu près 20 ans que j'accompagne professionnellement, de manière rémunérée, des gens qui vont pas bien au travail, à un titre ou à un autre, qui ont envie de changer, qui ont envie de se réorienter, qui ont envie de sortir de situations difficiles. Et à un moment donné, je me suis dit que ce serait bien de poser cette synthèse par écrit. Donc voilà, donc c'est une synthèse et c'est une synthèse d'expérience. J'ai dû accompagner, je sais pas, 400-500 personnes peut-être, sans compter tous ceux que j'ai accompagnés à titre amical ou dont j'ai observé les parcours avec attention, dont je connais bien les trajectoires. Et donc c'est de toute cette expérience, de tout ce matériau vivant, j'ai essayé de tirer un livre parce que j'écris bien facilement, j'aime bien ça, donc je me suis dit: «Tiens, pourquoi on n'en ferait pas aussi un livre?» Alors, dans votre livre, vous abordez la notion de changer de vie et le moment important pour se poser cette question. Quels sont, selon vous, les signaux clés qui indiquent qu'un changement de vie devient nécessaire? Alors un changement de vie, il y a 2 idées possibles, hein. Il y a un changement de vie professionnel et puis il y a ce que dans le livre j'ai appelé changement de vie, c'est-à-dire faire bouger des choses dans sa vie qui vont nous permettre de mieux vivre notre travail sans changer de travail. Donc il y a 2 idées différentes en fait. Changer de vie professionnelle, beaucoup de gens viennent me voir en disant: «Il faudrait que je change de vie professionnelle». Très souvent, on s'aperçoit ensemble, après un nombre de séances limité, que c'est pas nécessairement nécessaire, que c'est pas nécessairement leur sujet, en fait. Changer de vie professionnelle radicalement, c'est quand même un exercice difficile. C'est un exercice exigeant, c'est un exercice qui nécessite 2 choses importantes, pas si faciles à réunir en même temps. La première, c'est d'avoir vraiment du temps devant soi et donc de l'argent. Parce qu'une reconversion professionnelle, ça se décide pas comme ça et ça se pratique pas comme ça. Si je décide demain de faire un métier que j'ai jamais fait, l'apprendre, le mettre en place, trouver les moyens d'y être rémunéré, ça va prendre plusieurs années généralement. Donc ça suppose donc que j'ai du temps, que j'ai la possibilité peut-être de me former en parallèle de mon job actuel, qu'après j'ai suffisamment d'argent d'une manière ou d'une autre pour assumer ma reconversion. Donc c'est pas toujours possible là maintenant, ou ça peut être sinon très difficile. J'ai vu des gens par exemple se reconvertir, j'en ai accompagné un certain nombre se reconvertir comme thérapeute, à un titre ou à un autre, hein, aussi bien j'ai une amie acupunctrice, des amis thérapeutes, et ben on s'aperçoit que, entre le temps de formation, plusieurs années de formation à minima, puis le temps de se construire une clientèle rémunérante, c'est-à-dire généralement plusieurs années aussi à minima, ça demande d'avoir financièrement les reins assez solides. Alors parfois, on a un conjoint qui gagne suffisamment bien sa vie pour que ça soit pas trop difficile, parfois on a hérité, parfois on va se faire licencier dans de bonnes conditions et ceci permettra cela, mais sinon, il faut prendre la question avec circonspection. Et puis, au-delà de ces questions très matérielles, le travail, c'est toujours un équilibre entre soi et le monde. Donc c'est toujours un équilibre entre des questions très personnelles et des questions très opérationnelles. C'est ce que j'aime bien dans le sujet. En psy classique, on travaille que sur des questions très personnelles. En consulting classique, on travaille que sur des questions très opérationnelles. Dans un coaching professionnel, on travaille au carrefour des deux. Et on relie les deux. Et sur le plan très personnel, changer radicalement de voie professionnelle, ça suppose aussi d'avoir une vraie appétence alternative.
Et ça se décrète pas. Et je vois des gens qui disent: «Ah, j'aimerais bien changer de vie parce que ce serait sympa de changer de vie. J'aimerais bien recommencer à zéro parce que, c'est romantique de recommencer à zéro». Oui, OK, mais est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu as un centre d'intérêt majeur? Est-ce que tu as une idée alternative forte? Si cette idée, elle n'existe pas, elle va pas sortir de nulle part. Donc c'est pour ça que c'est souvent pas si facile. Et puis après, et là ça rejoint l'idée de changer de vie, c'est que je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui confondent des aspirations personnelles absolument légitimes avec avec l'idée d'un réinvestissement professionnel potentiel. Alors je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je vois des gens qui, à 40 ans, 45 ans, 50 ans, découvrent que le développement personnel, c'est important et c'est bien. Ils écoutent des podcasts, il y en a beaucoup aujourd'hui, et c'est bien. Mais c'est pas parce qu'à 45 ans, alors que j'ai encore rien fait dans ces domaines-là, je découvre que c'est important, que je vais pouvoir devenir coach ou thérapeute. Au contraire, si ça fait pas 20 ans que, je réfléchis, que j'apprends, que je pratique d'une manière ou d'une autre, bah, il va bien me falloir 10 ans pour peut-être être compétent. Donc il y a Au souvent cette moins. confusion-là, au moins ou pas. Après, chacun avance Mmh. à son rythme Mmh. et parfois on peut avancer assez vite à partir du moment où on a ouvert une brèche. Mmh. Mais il va quand même falloir du temps. Et l'un ne permet pas l'autre. Je vois des gens de la même manière je me rappelle d'une amie, à un moment donné, elle a réalisé que vraiment intérieurement, elle n'était pas assez indépendante. Elle était restée trop longtemps dépendante de ses parents, de son héritage, de ses mecs, etc. C'était bien, c'était juste, c'était vrai. Là-dessus, elle m'a dit: «Donc je vais me mettre à mon compte». Je lui ai dit: Non, fais attention, fais attention. Moi, je crois pas intuitivement, je la connaissais bien, je crois pas intuitivement que tu sois configuré pour cet exercice». Et en plus, là aussi, c'est les gens qui se mettent à leur compte et qui réussissent à leur compte, c'est des gens qui sont trop indépendants, souvent, pour rester salariés. C'est pas des gens qui découvrent à peine l'indépendance. C'est des gens dont l'indépendance naturelle a potentiellement explosé les cadres à un moment donné. Ça a été mon cas. Des gens qui supportent pas d'avoir un patron et qui, à un moment donné, réalisent que, bah oui, il va falloir qu'ils franchissent le pas et qu'ils deviennent le leur. Mais si vous avez besoin d'être plus indépendant intérieurement, ce qui est très important et que vous devez entendre, c'est pas une raison pour se mettre à son compte. De la même façon, troisième exemple, mais classique, je vois des gens qui réalisent à un moment donné qu'ils portent une créativité qu'ils ont besoin d'exprimer. C'est top, c'est super important. Il faut qu'ils expriment cette créativité. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont vivre de leur art demain matin. Leur art, il n'existe pas pour le moment. Là aussi, si on se met à peindre à 45 ans, il y a quand même peu de chances qu'à 47 ans, on devienne un artiste professionnel reconnu. Il y a très peu de gens qui vivent de leur peinture. Et ceux qui vivent de leur peinture sont souvent des gens qui avaient un tel talent, ils sont tombés dedans quand ils avaient 12 ans ou 8 ans, ils ont fait les beaux-arts, à 25 ans, ils avaient un talent suffisant pour être cooptés par une galerie, et eux, effectivement, ils en vivent. Mais c'est pas une raison pour pas peindre, par contre. Oui, et ça, c'est les gens que je vais accompagner, de leur dire: «Bah, peut-être qu'il faut que tu te mettes à 4/5e, peut-être qu'il faut que tu négocies ton boulot de façon à ouvrir un espace à l'intérieur duquel tu vas pouvoir exprimer cette créativité qui a besoin d'être exprimée». Et puis après, on verra, peut-être que dans 5 ans, tu auras atteint un niveau en peinture, tu portes un niveau en peinture, tu l'auras atteint, tu l'auras exprimé, qui te permettra de l'envisager autrement, mais pas maintenant. Donc changer de voie professionnelle, oui, si vous avez financièrement les reins un peu solides et surtout si vous portez déjà très explicitement, je veux dire ouais, une voie alternative, forte. Là, j'ai une cliente en ce moment, elle veut devenir thérapeute, mais elle a fait 10 ans de thérapie, ça fait 5 ans qu'elle se forme. Elle connaît très bien les questions de souffrance pour des raisons plus familiales, elle a énormément travaillé sur ces questions-là. Aujourd'hui Aujourd'hui, il se trouve qu'elle est en burn-out. Les cordonniers sont pas toujours bien chaussés, mais c'est vrai aussi, je pense qu'elle est en burn-out parce qu'elle est restée trop longtemps dans une situation qui lui convenait trop peu ou trop mal. Je pense qu'effectivement, elle commence à être mûre pour passer à autre chose. Mais parce qu'il y a tout un cheminement derrière, avant. Et probablement, elle va réussir à négocier son licenciement à suffisamment bon niveau, dans suffisamment bonnes conditions, pour récupérer en plus le temps, l'espace et l'énergie nécessaires pour se poser et se construire une clientèle. Mais c'est loin, 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 loin d'être toujours le cas. Dans votre livre, vous comparez le changement à un déménagement. Pourquoi cette métaphore vous semble-t-elle particulièrement parlante? Bon, parce que j'aime bien les métaphores concrètes. Faut ramener les questions un peu complexes dans le champ de la simplicité
Et une manière de le faire, c'est d'utiliser des métaphores concrètes. Donc, j'aime bien pour parler du fait que, par exemple, on va pas bien, on souffre au travail. J'emploie souvent la métaphore du pied dans la chaussure. Avoir le pied dans une chaussure trop étroite, par exemple. Et j'ai mal parce que j'ai le pied dans une chaussure trop étroite, donc il faut que je change de chaussure absolument. J'aime bien la métaphore du déménagement parce que elle est très parlante. On a tous déménagé une, deux, trois, et certains 10, 15 ou 20 fois dans leur vie. Donc tout le monde sait de quoi il s'agit. Et on voit bien que déménager, bah oui, c'est toujours un effort. Ouais, c'est un stress. C'est D'ailleurs, toujours un stress. C'est la première cause de stress des Français, le déménagement. Donc c'est pour ça que c'est une image forte. Ouais, c'est toujours un stress, c'est toujours un effort. Ça prend toujours beaucoup de temps. Il y a toujours plein de questions à régler. Mais en même temps, le résultat peut aussi être très sympa. Donc c'est pas une mauvaise c'est pour moi une bonne métaphore de toute forme de quelque part de changement concret. Et aussi parce que j'emploie souvent le déménagement comme métaphore parce que beaucoup de gens voudraient changer de boulot, par exemple, mais ils aimeraient avoir des certitudes et des garanties avant même d'avoir envisagé de commencer à changer. Or, c'est pas possible. À un moment donné, il va falloir, j'aime pas le terme lâcher prise parce qu'il a été employé à tort et à travers, mais il va falloir lâcher quelque chose. C'est quoi? C'est accepter l'incertitude? Bah oui, il y a une certaine forme d'incertitude. Je dis parfois à des clients, je leur dis: «Mais attendez, c'est comme si vous voulez vous habiller de neuf pour sortir, il va falloir d'abord vous déshabiller complètement». Ça marche dans ce sens-là. Vous n'allez pas mettre les vêtements neufs de soirée sur vos vêtements de travail. Il va bien falloir que vous enleviez d'abord pour pouvoir vous rhabiller. De la même façon, pour trouver un nouveau job, il va falloir accepter de perdre l'ancien. Il va falloir le quitter d'abord, avant de rentrer dans une situation nouvelle, comme un déménagement. Ça veut dire quoi? Se déshabiller, être à poil en gros? Bah oui, bah oui. Bah oui, il faut accepter de lâcher, il faut accepter de laisser. Sinon, on ne peut pas changer. Alors je dis ça à des gens qui sont un peu réticents au changement, mais il y a beaucoup de réticence à beaucoup de changements. Donc c'est quoi? C'est d'être nu devant l'inconnu, donc devant le monde, devant nos amis, devant notre famille, d'être vulnérable, d'avoir éventuellement peur. Oui, bah oui, le tout changement, c'est pour ça que même un déménagement qui n'est pas le changement le plus compliqué, mais c'est stressant. Faire ses cartons, c'est stressant. Accepter de laisser derrière soi un lieu dans lequel on a des habitudes, dans lequel on a laissé sa marque, ça peut être, c'est pas si facile. Il y a un deuil à faire. Il y a toujours des deuils à faire. Mais en même temps, on ne peut renaître qu'en mourant. C'est impossible autrement. Donc il faut accepter à un moment donné quelque chose, il faut accepter de déposer quelque chose qui nous convient plus parce que ça nous convient plus ou plus assez, pour se donner la chance de retrouver quelque chose qui nous convient mieux. Dans votre livre, vous écrivez « Trouver sa place, c'est aussi parfois accepter de l'avoir déjà trouvée ». Comment expliquez-vous cette idée et pourquoi est-il parfois si difficile pour nous de reconnaître que nous sommes déjà là où nous devrions être? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question délicate, mais c'est une question que j'aborde effectivement parfois en accompagnement. Souvent, des gens viennent me voir, ils veulent changer, et ils veulent changer de boulot, ils veulent changer de voie, ils veulent changer de vie. Et en réalité, quand je travaille avec eux sur leur driver, c'est-à-dire leur clé de motivation profonde, on s'aperçoit ensemble qu'elles sont assez bien respectées dans le job qu'ils font. Et c'est pas illogique d'ailleurs. Parfois, quand même, si on a choisi un job, qu'on le fait depuis 10 ans, qu'on s'en est pas fait virer, que ça se passe correctement, c'est sans doute qu'il y a quand même une forme d'adéquation. Un job dans lequel j'éprouve pas de difficulté, c'est un job qui doit pas me correspondre si mal. Après, peut-être que j'ai aussi envie de faire autre chose, mais peut-être que cette autre chose, justement, doit être faite en dehors et pas à la place, ni à l'intérieur. Donc on s'aperçoit souvent que, ben, finalement, le job que je fais, il me va relativement bien. Mais pourtant, il y a de l'insatisfaction, il y a de la frustration. Et parfois, il y a de l'insatisfaction et de la frustration parce que, effectivement, c'est pas parce que mon job me va pas, c'est parce que j'ai une certaine manière de le vivre qui n'est pas tout à fait juste. Et j'accompagne plus souvent des clients à changer de posture intérieure qu'à changer de métier. D'abord parce que c'est beaucoup plus facile. On a beaucoup plus on est beaucoup plus sûr d'obtenir plus vite des résultats concrets en changeant de posture intérieure. Beaucoup de gens quand même, surtout dans des mondes où il y a quand même pas mal de pression, se rendent des jobs trop lourds à porter, par exemple. Et donc ils ont l'impression que c'est pas le bon job pour eux. Mais en fait si, peut-être, ou au moins dans une large dimension, mais peut-être à condition de le vivre autrement, à condition de s'enlever du poids parasite. Voilà, il y a souvent beaucoup de poids parasite et c'est important si on en prend conscience et qu'on arrive à transformer ses propres créations mentales.
Comment vous amenez effectivement ces gens qui viennent vous consulter et qui viennent pour potentiellement partager avec vous le ras-le-bol au travail, en pensant que c'est potentiellement le travail qu'il faut changer, et ils viennent Mmh. peut-être même avec cette certitude. Mmh. Comment les amenez-vous à interroger le problème autrement, à justement poser la question de la posture? Comment se fait ce Ouais. switch? Alors, je commence toujours avec des gens qui viennent avec des questions un peu larges d'orientation. Je ne parle pas de gens qui viennent avec des questions très précises de gestion de situations difficiles, conflictuelles, par exemple, parce que là, Mmh. on va vraiment rentrer dans la situation. Mmh. J'ai un patron toxique, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est Oui, autre c'est chose, ça. différent. C'est Ouais. tout à fait différent. Avec des gens qui viennent sur des questions plus larges, de tiens, j'aime plus ce que je fais. J'ai un client qui était un de mes premiers clients, était arrivé en me disant mon prochain job m'ennuie déjà. C'était C'est une jolie, triste. c'était une jolie formulation. Là, je vais travailler avec eux. Je leur dis, on va commencer par faire un bilan de satisfaction de l'ensemble de vos expériences. Donc, je vais leur faire raconter l'ensemble de leur parcours. Et je leur dis, pour 2 raisons. La première, c'est que moi, ça me sert pour monter à bord de leur histoire. Moi, j'ai autant de méthodologie que j'ai de clients. Mmh. Moi, j'ai besoin d'entendre ce qu'ils font réellement, ce qu'ils ont vécu réellement. Donc, je leur dis, peut-être que vous allez rien apprendre, puisque vous allez me raconter une histoire que vous connaissez déjà, encore que. Mais moi, j'ai besoin de vous entendre. Et de vous entendre sur une durée longue comme ça. Et donc, je les fais toujours repartir du bac. Parce que le bac est généralement le premier moment où on a commencé à se poser des questions d'orientation. Et D'accord. aussi parce que le bac est parfois un moment, c'est pas vrai du tout pour tout le monde, mais il y a un certain nombre quand même de gens qui, au moment du bac, avaient de bonnes idées qu'ils ont enfouies. Et parfois, c'est le moment de les redéterrer. Parfois, au moment du bac, ils se sont dit, tiens, je ferais bien ça. Et puis on Mmh. leur a dit: «Non, c'est pas réaliste, c'est bouché, non, tu peux pas faire ça, non, tu te rends compte, non, non, ton père veut pas». Enfin, il peut se passer plein de choses. Et donc parfois on a de bonnes idées d'orientation au moment du bac qu'on va perdre ensuite et que peut-être même 20 ans après, ça peut avoir un sens de récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc je leur fais raconter toute leur histoire, mais pas leur histoire comme ils la racontent d'habitude. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui peut leur rendre le job intéressant aussi. C'est-à-dire que je vais pas leur faire raconter je leur dis: «Je veux pas que vous me racontiez l'histoire pour m'expliquer à quel point vous avez tout bien fait. Je suis pas recruteur. Et puis vous allez pas me raconter l'histoire, on ne fait pas un bilan de compétences. Je vais pas chercher vos compétences parce que généralement les gens connaissent bien leurs compétences, c'est pas un sujet. Je vais chercher avec vous, c'est un bilan de satisfaction au travail. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Quand est-ce que vous vous êtes senti juste? Quand est-ce que vous êtes pas senti juste? Comment vous avez pris vos décisions? Pourquoi vous les avez prises? Est-ce que vous avez l'impression de les avoir prises sur une base juste ou pas? Quand? Pourquoi? Donc on fait en 1 ou 2 séances un grand bilan de satisfaction. Et j'ai un client une fois qui m'a fait plaisir, qui m'a dit: «Didier, oh la vache, en fait, j'ai jamais raconté l'histoire comme ça à personne». Je lui ai fait raconter la vraie histoire avec toutes ses dimensions, y compris ses ambivalences, y compris ses erreurs, y compris les trucs qu'on raconte pas, mais qui font sens si on pose tout sur la table et qu'on regarde ce qui est juste ou pas juste. Et à partir de là, on va chercher ensemble à identifier ce que j'appelle moi les drivers. Bon, c'est un terme comme un autre, hein, méfiez-vous du mot parce que certains emploient le mot dans un autre sens. C'est quoi? C'est les moteurs? Ouais, c'est les moteurs, c'est les clés de motivation Mmh. profonde. Moi, je pars de l'idée qu'on vient tous au monde avec une configuration intérieure qui est déjà largement posée et donc que nos drivers profonds, ils sont déjà là. Même sur un gamin de 8 ans, je pense qu'il y a des drivers qu'on peut voir. Est-ce que l'expression physique est importante? Il y a des gamins de 8 ans pour qui c'est vrai, d'autres non. Mmh. Est-ce que je suis très indépendant? Il y a des gamins de 8 ans chez qui c'est vrai, d'autres non. Ouais. Est-ce que j'aime profondément des relations? Il y a des choses qui sont déjà en place. Donc c'est pour ça que même quand je travaille en orientation avec des jeunes de 15 ans, globalement, au travers de plein de questions, j'arrive à identifier assez bien avec eux ce qui doivent être des clés de motivation importantes et profondément durables. Alors avec prudence, hein, bien sûr, toujours, en sachant que rien n'est tout à fait figé et que de toute façon, ce qu'on va réussir à élaborer là est qu'une partie émergée de l'iceberg, mais quand même. Donc j'essaye avec mes clients voilà, de les aider à conscientiser ou à reconscientiser de vrais drivers personnels. Qu'est-ce qui est vraiment important pour eux au travail? Or ce travail-là, souvent, il n'a jamais été fait et a fortiori d'ailleurs pour les gens qui ont le mieux réussi. Est-ce qu'on peut comparer les drivers, les moteurs avec les points de force? Est-ce Oui que et c'est la même chose? non, pas tout à fait, parce qu'on peut être fort à des endroits où on n'est pas motivé. Il y a des choses qu'on peut faire très bien et qui ne sont pas des clés de motivation. Donc les drivers ne sont pas les forces, même si à un certain endroit, elles peuvent se recouvrir, mais ce ne sont pas les forces. Et ce ne sont pas non plus les valeurs.
Souvent, les gens se disent: «Ah oui, c'est les valeurs». Non, non, je leur dis: «Non, non». Parce que les valeurs ne sont pas déterminantes d'un projet professionnel. L'intégrité, par exemple, c'est pas déterminant d'un projet professionnel, c'est déterminant de la manière peut-être dont vous allez faire le job, peut-être avec qui vous allez travailler ou refuser de travailler. Mais ça dit pas, vous pouvez être contrôleur de gestion avec ou sans intégrité, vous pouvez être avocat avec ou sans intégrité, vous pouvez être boulanger avec ou sans intégrité. Ça définit pas votre projet. Donc moi, les valeurs, souvent, elles sont, à moins qu'elles sont, j'ai une cliente en ce moment qui bosse dans des environnements très très touchy, et pour qui l'intégrité est vraiment une valeur absolument essentielle, chez elle, ça devient un driver. C'est tellement important que ça devient un driver, mais c'est très rare. Et aussi parce qu'elle est dans un monde dans lequel c'est tellement pas si fréquent qu'effectivement, ça va être une clé de choix de projet professionnel très signifiante. C'est pas tout à fait les forces, parce qu'on peut être très bon dans certains domaines et pas être motivé. Et on peut trouver très importantes des choses pour lesquelles on n'a pas encore développé de force. Par exemple, la D'accord. créativité peut être un driver important, mais si on l'a jamais exprimé, bah, on n'est pas encore si créatif que ça. Et pour donner un exemple complètement alternatif, moi, par exemple, en gestion, je suis très bon naturellement. J'ai fait HEC, en comptabilité, en contrôle de gestion, je suis très bon naturellement. Mais c'est pas du tout un driver, j'aime pas ça du tout, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ouais. Donc c'est pas, les 2 se recouvrent pas toujours. Parfois oui, parfois non. C'est une indication, le fait d'être très bon dans un domaine pouvoir être regardé. C'est pour ça que le bilan de compétences et la recherche de ces drivers sont 2 choses différentes. Dans un bilan de compétences, on cherche plutôt les endroits où on est très compétent, parce que les bilans de compétences ont globalement été faits pour nous ramener au travail le plus rapidement possible, quand D'ailleurs, on l'a perdu. les bilans de compétences sont assez remis en question en ce moment. Mais il faut pas les... En fait, les bilans de compétences sont remis en question parce qu'on leur demande aujourd'hui de faire quelque chose pour lequel ils n'ont pas été faits. Il faut bien voir qu'un bilan de compétences, au départ, c'est des choses qui ont été montées par la puissance publique pour aider des gens qui avaient perdu leur boulot et qui ne savaient pas pourquoi ils étaient bons, à en retrouver un dans de bonnes conditions rapidement. C'est pour ça que souvent, ils sont financés par l'État. Ça n'a pas été fait pour réfléchir en profondeur à qui on est et à ce qu'on doit faire pour s'ajuster au plus profond de soi-même. Après, les meilleurs praticiens de bilan de compétences peuvent aller par là. Donc après, ça dépend beaucoup de la façon dont c'est interprété. S'il y a des gens qui conduisent des bilans de compétences, peut-être qu'ils vont trouver ma remarque très injuste, mais peut-être qu'eux, effectivement, vont le conduire sur une base qui n'est pas très différente de la manière dont je conduis mes accompagnements. Mais en base, c'est pas pour ça que ça a été fait, c'est pour ça que c'est payé. Sur un CPF, des questions très personnelles, elles ne sont pas éligibles au CPF. Donc c'est pas la même chose. Donc voilà, donc je réponds à votre question d'origine. Oui. Je les fais travailler sur leur driver. Et c'est en comparant, à partir du moment où ils ont bien identifié leur driver, qu'on va pouvoir relire leur expérience professionnelle. Et généralement, à partir de là, on comprend mieux pourquoi ils ont aimé certaines situations, pas d'autres. Mais si, par exemple, ils sont dans un job dans lequel ils vont pas bien, mais que ce job répond parfaitement à leur driver, ça veut donc dire que le problème, c'est pas le job. Alors c'est peut-être le job simplement dans sa réalité concrète. C'est-à-dire peut-être qu'il faut qu'ils aillent faire le même métier ailleurs. Peut-être que le job leur va très bien au fond, mais qu'ils sont avec un patron toxique dans une boîte qui ne respecte pas leurs valeurs. Auquel cas, il faut juste qu'ils aillent faire la même chose ailleurs. Mais peut-être aussi qu'on va s'apercevoir que, en réalité, c'est pas, le problème n'est pas là. J'ai un exemple très emblématique de ça. C'est une cliente qui est venue me voir un jour. C'est une de mes amies qui est acupunctrice, que j'avais, elle, accompagnée quand elle s'est mise à son compte, qui me l'envoie. Elle me l'envoie parce qu'elle m'envoie globalement les clients dont elle voit bien qu'elle n'arrive pas à les détendre. Que la médecine chinoise n'est pas opérante parce que s'ils vont vraiment pas bien dans leur job, elle peut les voir tous les 15 jours. Tous les 15 jours, elle va créer un mieux-être. Elle va les détendre. Mais quelque chose va se retendre aussitôt. Donc, généralement, elle m'envoie ces clients-là. En tout cas, elle leur propose de venir me voir. Donc, je vois arriver une femme de 55 ans, très bien posée, très élégante, très digne, qui me dit, écoutez, je suis en grande difficulté, je suis très, très angoissée parce que je supporte plus mon job, j'arrive plus à le faire, j'arrive plus à me lever le matin pour aller bosser. Or, il faut encore que je bosse au moins 7 ans, j'ai 2 filles qui n'ont pas terminé leurs études, j'ai besoin d'argent. Et je vois pas du tout ce que je peux faire comme autre métier. Je lui dis, écoutez, je sais pas, on va en parler, racontez-moi. Et donc, je lui fais raconter toute son histoire, on identifie ses drivers, et je constate avec elle qu'en fait, son job lui va bien. Mais que par contre, elle se l'était rendu incroyablement lourd. C'est quelqu'un, les cordonniers sont souvent pas bien chaussés, mais ça, c'est une autre question dont on parlera pas là. C'est quelqu'un qui faisait du reclassement de personnes en difficulté professionnelle. Ok. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle se chargeait
de la responsabilité de leur trouver un job. Donc elle était en échec permanent. Donc c'était insupportable. Mmh. Et en réalité, cette responsabilité-là, elle ne pouvait pas la prendre. Elle n'était pas là pour ça, elle n'avait pas ce pouvoir. Les gens qui étaient en face d'elle, en plus, certains n'avaient pas du tout envie de retrouver un job, ou pas du tout envie de retrouver un job rapidement, ou ils fantasmaient les jobs qu'ils pouvaient retrouver, elle ne pouvait rien faire pour eux. Et donc, c'est pas que le job lui allait pas, c'est que la manière dont elle faisait le job lui était beaucoup trop lourd. À partir du moment où elle l'a compris, parce qu'à un moment donné, elle l'a compris, on l'a regardé ensemble, et qu'elle a accepté de modifier sa posture interne, elle est passée d'un cercle vicieux, où je vais pas bien, il faut que je change, je sais pas comment faire pour changer, je peux pas changer, donc je suis enfermé, donc c'est lourd, donc je vais pas bien, donc c'est encore plus lourd, à un cercle beaucoup plus vertueux. Ah bah oui, finalement ce job me va bien, je peux le faire beaucoup plus légèrement, j'ai plus besoin de changer de job, j'ai plus besoin de m'inquiéter, c'est donc beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus léger, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile, et donc je peux me concentrer sur, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie ailleurs autrement? Elle s'est mise à faire du yoga, elle s'est mise à faire tout à fait autre chose. Mais c'est parce qu'on a fait le détour par bilan de satisfaction, analyse précise de la trajectoire, recherche de drivers, confrontation des drivers au job actuel, constat que, bah oui, il y avait un lien entre, il n'y avait pas de. Ce job lui allait bien. Alors là, vous parlez de changement de posture. Dans Mm. votre livre, vous identifiez 6 dimensions du Ouais. changement. Narration, posture, job, niveau, voix et vie. Pouvez-vous nous donner un exemple concret pour chacune d'elles? Là, on était sur la posture. Là, on est sur la posture. Alors, changement de narration, c'est vraiment l'idée. Narration et posture sont assez liés. Un changement de narration souvent génère un changement de posture. Mais comme ce sont des dimensions importantes, j'ai voulu créer quand même deux catégories pour être un peu plus juste, un peu plus fin. Là, c'est donc deux catégories. Les deux premières, narration et posture, sont vraiment des catégories intérieures. Ce sont des gens que j'aide à changer à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir aller beaucoup mieux au travail sans avoir besoin de changer de travail, en restant dans le même travail au même endroit. Alors, changer de narration, ça veut dire changer la manière dont on se raconte l'histoire. Il ne faut pas oublier, je pense que tous les gens qui sans doute m'écoutent à ce moment-là savent quelque part, même si peut-être ils l'oublient au quotidien, que la pensée est créatrice et la manière dont on se raconte les histoires crée le monde dans lequel on évolue. Et que si on est capable de changer la manière dont on se raconte l'histoire, on est capable de changer beaucoup de choses autour de nous. Alors, un exemple que j'aime bien, c'est une jeune cliente qui est venue me voir, elle avait 25 ans, jeune avocate, elle n'arrivait pas à trouver de boulot. Et donc elle s'inquiétait, c'est normal, et moins elle trouvait de boulot, plus elle s'inquiétait, moins elle avait confiance en elle, moins elle avait confiance en elle, moins elle arrivait à trouver de travail. Là encore, je crois beaucoup à cette idée de cercle vertueux et de cercle vicieux, et qu'on peut facilement, finalement, transformer un cercle vertueux en cercle vicieux en revenant à l'origine du choix. Vous voyez, parce qu'au départ, souvent, entre un cercle vertueux, au début du cercle, entre un cercle vertueux et un cercle vicieux, il n'y a pas beaucoup d'écart. À l'arrivée, une fois qu'on est rentré dans une dynamique ou dans une autre, là, par contre, les écarts sont considérables. Il faut revenir à l'aiguillage d'origine. Et elle, je l'écoute, donc elle me raconte son histoire. Là aussi, je lui fais raconter Depuis le début. Depuis le début, pourquoi elle est devenue avocate, qu'est-ce qu'elle a fait comme stage, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé. Et je constate qu'en fait, il y a un seul problème, très simple, c'est que elle a fait son dernier stage du barreau, c'est très bien passé. Le cabinet dans lequel elle faisait le stage l'a recrutée. Et il lui a dit, bah, tu prends tes vacances et puis tu reviens au retour des vacances et tu commences avec nous. Elle est donc rentrée de vacances, elle est rentrée dans ce cabinet et au bout de 15 jours, ils l'ont virée. Et à partir de là, elle s'est raconté une histoire. Alors bien sûr, nourrie sans doute d'éléments d'histoire antérieure, elle s'est raconté l'histoire que, bah oui, non, elle était pas crédible, elle n'avait pas droit à ce job, sachant que c'est quelqu'un issu de l'immigration. Donc il y avait déjà sans doute une petite difficulté de posture dans un monde avocat, en plus, qui est un monde très, très chic, très franco-français souvent, avec plein de gens qui ont des noms à particules, etc. Donc elle s'est dit: «Mais finalement, je suis pas crédible, j'ai pas le droit d'être là». Donc elle rentrait en entretien de recrutement en se disant: «Mais j'ai pas le droit d'être là». Donc nécessairement, elle n'était pas recrutée. A fortiori une avocate dont on attend quand même un certain aplomb, une certaine assertivité. Et moi, je l'ai simplement aidé à se raconter l'histoire autrement, sur une base très simple. Une de mes qualités dans ce métier, c'est que je connais très, très bien le monde de l'entreprise. J'ai fait 30 ans de conseil. Je connais assez bien toutes les situations possibles, je crois. Donc je lui ai dit: «Mais écoutez d'ailleurs, je vous vois toujours, mais et a fortiori les plus jeunes. C'est une question là, vraiment, c'est une question d'équilibre de relation. Il n'est pas question de
de les inférioriser en sous-jacent. Mais c'est marrant parce que quand je raconte l'histoire, j'ai tendance à tutoyer. Mais allez-y, tutoyez. Voilà. Je lui dis, écoute, si tu t'es fait virer au bout de 15 jours, tu y es nécessairement pour rien. T'as rien eu le temps de faire. C'est pas comme si elle avait fait une faute professionnelle, elle n'avait pas piqué dans la caisse au bout de 8 jours. Il s'était rien passé. Donc je lui dis, en fait, tu y es nécessairement pour rien. Soit ils ont perdu un gros client, ils se sont dit, oh là là, financièrement, c'est mieux si on réduit la voilure. Ils n'ont pas eu l'honnêteté de te le dire. Soit pour des raisons peut-être plus politiques, ils ont préféré finalement recruter le fils d'un gros client parce que c'était quand même plus pratique, et ils ont encore moins osé te le dire. Mais tu y es nécessairement pour rien. Si tu n'avais pas bien fait ton job dans le stage, ils t'auraient jamais recruté. S'ils t'ont recruté, c'est que tu as très bien bossé. S'ils te virent maintenant, c'est une raison qui est nécessairement indépendante de toi et de ta performance. Il faut que tu te le racontes comme ça. Et d'ailleurs, pour que tu puisses te le raconter plus facilement comme ça, on va virer cette expérience de ton CV. Parce que si on la laisse dans ton CV, tu es obligé d'expliquer pourquoi tu t'es fait virer. Nécessairement, tu te retrouves en difficulté. Vire-la. Ouais. On va raconter l'histoire autrement. Tu vas te la raconter autrement, on va la raconter autrement. Elle m'a suivi, elle m'a entendu, elle m'a suivi. 3 semaines après, elle a trouvé un boulot. 3 ans après, elle y est toujours. Donc parfois, il suffit de changer d'histoire. Parfois, c'est parce que je me dis... je dis pas, souvent à des clients, et je l'ai dit dans le livre, mais faites l'expérience. Rentrez dans une boutique. Peut-être pas une boulangerie, parce que vraiment, l'interaction, l'interface dans une boulangerie, elle est trop courte. Rentrez dans une boutique de vêtements. En pensant très fort que le vendeur ou la vendeuse, c'est pas une question de genre, que vous soyez un homme ou une femme, que le vendeur ou la vendeuse est une imbécile. Vous allez voir, elle va vous le rendre. Pensez, rentrez dans la même boutique en pensant très fort que le vendeur ou la vendeuse est quelqu'un de très sympa. Elle va vous le rendre. Au final, vous ne savez pas si c'est quelqu'un d'intelligent ou pas, et ce n'est pas votre problème. Vous ne savez pas si c'est quelqu'un de sympa ou pas, et ce n'est pas vraiment votre problème. Mais la manière dont vous allez l'aborder va créer nécessairement quelque chose. Donc il faut ça. Et c'est d'autant plus vrai au travail, où on est quand même très impliqué dans les situations dans lesquelles on vit. Si vous pensez que tous les patrons sont des cons, ça va très mal se passer. Indépendamment de vos qualités, indépendamment de l'adéquation entre vous et le job. Dans votre expérience, quel est le changement donc, le plus fréquent et puis celui lequel est le plus difficile à entreprendre? Le plus difficile à entreprendre, c'est changer de voie. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est très exigeant et en plus, ça demande d'avoir une vraie motivation alternative. Tous les autres sont plus faciles. Un changement important dont on n'a pas encore parlé, donc sur lequel je vais peut-être mettre l'accent. Les changements intérieurs sont, si on veut bien s'en donner la peine, sont assez faciles à mettre en œuvre, mais par contre, demandent assez facilement d'être accompagné pour ça. Oui, vous dites dans votre livre que tout seul, c'est compliqué. Changer de posture intérieure tout seul, c'est quand même pas un exercice simple. Par contre, il faut que les auditeurs comprennent que changer de posture, ça peut aller vite, par contre, en étant accompagné. Je vois des gens qui n'osent pas venir parce qu'ils se disent, oh là là, ils ont la vision de la thérapie. Voire de la psychanalyse. Interminable. Donc un truc, oh là là, je veux pas, j'ai peut-être besoin de changer un peu intérieurement, mais je vais pas y passer 5 ans non plus. Et puis j'ai pas l'argent, et puis j'ai pas envie, et puis c'est trop lourd. Non, alors là j'ai envie de leur dire, attendez, un changement de posture interne au travail, ça peut se faire parfois en 2 ou 3 séances. J'ai des clientes, j'ai fait bouger en pas longtemps. Si vous avez une intention de changement, si vous venez avec une vraie intention de changement, parce que moi je pourrais pas la créer, ça peut aller vite. Moi, j'ai une cliente, elle aimait pas son boulot parce qu'en réalité, elle avait toujours des rapports compliqués avec les gens qui l'environnaient parce qu'au fond, elle leur faisait pas confiance. Instinctivement, elle pensait que non, on pouvait pas leur faire confiance. Je lui fais comprendre que c'était juste une croyance et que peut-être elle n'était pas obligée de travailler sur la base de cette croyance et qu'en tout cas, peut-être qu'elle pouvait parier. Elle pouvait peut-être simplement faire le pari que ça pouvait être autrement. Et en quelques séances, ça en a bien pris 7 ou 8 quand même, mais pas plus. 7 ou 8, elle a effectivement changé sa posture interne. Et effectivement, le job, là aussi, lui est devenu beaucoup plus agréable. Et il fait passer des choses à l'intérieur beaucoup plus sympathiques pour elle. Alors, un changement dont on n'a pas encore parlé, changer de job, c'est vraiment aller faire le même métier ailleurs. Ça, c'est important si vous aimez toujours votre job, mais que par contre, les conditions du job se sont dégradées. Si votre patron si vous avez une mauvaise relation avec le patron, ça arrive. Là, j'ai un client en ce moment, il a un patron honnêtement pervers. Oui, parce que là, il ne suffit pas de venir en l'imaginant sympathique. Non, le patron est pervers. Donc, à un moment donné, il faut laisser tomber. Lui, il voudrait négocier. Mais je lui dis non, on ne négocie pas avec un pervers, c'est le principe de base. Comment on reconnaît un patron pervers ?
Bah, c'est quelqu'un qui vous enferme en permanence dans des situations dans lesquelles il n'y a pas d'issue. D'accord. Voilà, ça, je pense qu'à un moment donné, alors là aussi, c'est plus facile de s'en apercevoir avec quelqu'un qui va vous aider à objectiver la situation. Oui. On peut se laisser prendre dans ce jeu-là si on porte une prise à l'intérieur de soi-même. Mais c'est quelqu'un qui, en fait vous condamne à l'échec. Ouais, c'est quelqu'un, lui, à un moment donné, ce qui m'a fait tilt, c'est qu'à un moment donné, il me raconte l'histoire qu'à un moment donné, un jour, il s'était éclaté pour lui, parce que vraiment, il voulait qu'il le reconnaisse, etc. Et un jour, il demande, au bout d'un an où il avait énormément bossé, il lui demande un feedback. Il lui dit: «Est-ce que tu pourrais me faire un feedback?» L'autre lui répond: «Ta demande est très maladroite». Waouh! Bah, moi, ça suffit. Je dis: Ouais, «Attends, ouais, ça aurait dû vous suffire». ouais, ouais. Cette réponse-là était totalement et non seulement elle est inappropriée, Mmh. mais là, elle dit bien une forme de perversion. Mmh. Elle vous dit: «Attention, tu n'es pas complètement obéissant. Tu voudrais recréer une sorte de rapport d'égalité. Non, 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 non». Je dis: «Ça, c'est une réaction mafieuse. Ça, c'est une réaction de patron de clan mafieux. Ça, c'est Marlon Brando dans la première scène du Parrain». Mmh. Et je lui dis: «Non, ça aurait dû suffire». Mais effectivement, il se trouve que pour que ça suffise, il faut avoir l'oreille très exercée Bien sûr. et surtout être très et en fait, d'ailleurs, avec quelqu'un avec qui ça aurait suffi, probablement ça aurait pas eu lieu. Ouais. C'est toujours pareil, hein, Ouais. si on n'offre pas de prise à ça, on rencontre pas de pervers. Mmh. Donc si vous avez un patron toxique, par exemple, ou si, j'en sais rien, les valeurs de l'organisation vous conviennent vraiment pas, ce qui est possible, hein. Si vous portez, par exemple, des valeurs d'intégrité importantes et que l'organisation n'en porte pas, on n'en porte plus. Ça peut arriver. Mmh. J'ai une cliente comme ça, le président a changé, le président, lui, il est prêt à raconter n'importe quoi à n'importe qui, pourvu que ça fasse monter le cours de l'action. À ce moment-là, il faut sortir, il faut savoir sortir et dire: «Bah non, bah attends, moi j'ai une compétence, cette compétence, je vais la poser ailleurs». Alors c'est plus ou moins facile en fonction des jobs et des niveaux, mais c'est quand même souvent possible. Changement de niveau, c'est un truc important, c'est vraiment la métaphore de la chaussure. Si vous avez le pied dans une chaussure trop étroite, ça va vous faire mal. Alors, si vous êtes trompé de chaussure en entrant dans le magasin, il faut s'en apercevoir rapidement et changer de paire. Si vous avez mal au pied parce que la chaussure est devenue trop étroite parce que votre pied il a grandi, ce qui peut être le cas d'un adolescent, mais métaphoriquement, ce qui est le cas aussi si on progresse. À un moment donné, on Ouais. progresse dans un job, on progresse dans Ouais. la vie. À un moment donné, on est plus fort, on est plus autonome, on est capable de faire plus de choses, on a envie de faire plus de choses. Or, parfois, les organisations permettent pas toujours de se déployer mieux ou de se déployer en plus grand. Parfois, vos patrons, ils aimeraient bien que vous restiez là où vous êtes. Ça les arrange, c'est confortable, ils n'ont pas envie de vous voir changer, ils n'ont pas envie de vous voir potentiellement rentrer en rivalité, ils aiment bien la manière dont vous faites tout ce qu'ils disent. Voilà. À un moment donné, il va falloir apprendre à changer de niveau. C'est-à-dire à se dire: «Mais finalement, j'ai besoin de gagner en autonomie, j'ai peut-être besoin de manager, j'ai peut-être besoin de devenir chef à mon tour». Et il faut pouvoir reconnaître cette appétence en soi. Les hommes y parviennent souvent plus facilement, il faut bien le reconnaître. Les femmes ont encore culturellement plus de mal. Mais L'imposture. ce sont souvent plus des femmes que j'accompagne à cet endroit-là. Et de leur dire: «Mais attends, tu as du mal aujourd'hui dans ton boulot, mais c'est normal. Tu as besoin de prendre une place plus importante. Et il faut que tu la réclames. Et sinon que tu changes». Et changement de voix, on en a parlé, Moi, j'ai des mais changements de voix assez difficiles. ouais, c'est difficile. C'est long, Ça c'est demande du exigeant. temps. Ça demande du temps et ce n'est vraiment possible que si vous venez avec une vraie appétence alternative. Ouais. D'ailleurs, c'est souvent pour ça d'ailleurs que je ne les vois pas, les gens qui changent réellement de voix. Parce que les gens qui changent réellement de voix, à un moment donné, ça s'impose. Ouais. À un moment donné, ils n'en peuvent plus de faire ce qu'ils font. Puis c'est déjà là en plus. Ouais, c'est déjà Je veux là. dire, quand on aime la peinture, on fait de la peinture. On peut Ouais, être après derrière. et Mais voilà, et puis à un moment donné, on chirurgien, en fait mais plus, à un et puis moment donné, et puis peut-être qu'à un moment donné, on commence à en vendre, et puis à un moment donné, on en vend beaucoup, et puis à un moment, il y a Voilà. un galeriste qui dit: «Mais ce que tu fais, c'est vachement bien». Et à un moment donné, C'est on se dit: «Bah, je vais me consacrer à la peinture». oui. Vous voyez, Juliette Allais, qui a contribué à ce livre, Oui. et avec qui j'avais écrit le livre précédent, Trouver sa place au travail, qui m'accompagne à la ville. Juliette, elle était rédactrice Brin Machine dans l'assurance, totalement par hasard et pour des raisons pas très bonnes. Elle a mis Ouais. du temps à trouver sa place. Ça correspondait absolument à rien pour elle. Bah, à un moment donné, il se trouve qu'elle avait fait un gros travail en psychogénéalogie à titre personnel. À un moment donné, elle l'a poursuivi à titre professionnel. Mais ça s'est fait naturellement. Elle a eu besoin de personne pour réfléchir à ce qu'elle allait faire. Elle l'a fait, il fallait qu'elle le fasse, elle l'a fait. En quoi le temps est majeur et clé dans la stratégie Bah, ça du dépend, changement. ça dépend des niveaux en fait. Il y a des niveaux où je vous dis un changement de narration, parfois c'est presque
au moment où vous avez compris, ça peut être presque instantané. Et parfois, pour réaliser que peut-être vous étiez en train de vous raconter une histoire idiote et que vous pourriez la créer autrement, ça peut aller très vite. J'ai des clients, en 2 séances, ça bouge. C'est possible, Mmh, mmh, mmh. c'est possible. Un changement de job, c'est le jour où vous décidez que j'ai un jeune client, par exemple, il y a pas très longtemps, un jeune ingénieur dans une grande organisation industrielle. Il vient me voir pour changer de posture. Tout le monde lui dit: «Ah, tu pas assez politique, tu es maladroit», son patron lui disait: «Non, mais tu peux pas te comporter comme ça». Là aussi, je fais le tour avec lui, on prend 2 séances pour faire le tour. Au bout de 2 séances, je constate qu'en réalité, c'est surtout qu'il a un patron avec lequel il s'entend pas et un patron qui est sans doute pas très sympa avec lui. Je lui dis: «Ouais, changer de posture, ouais, ouais, vous avez sans doute c'était dans son premier job et peut-être été maladroit quand vous avez commencé». Mais moi, j'avais pas le sentiment d'avoir quelqu'un de maladroit en face de moi. Le sentiment d'avoir quelqu'un plutôt sympa, qui avait des réflexes assez sains, mais par contre, qui était un peu légèrement tyrannisé par son patron. Et je lui dis: «Écoutez, vous êtes jeune ingénieur, vous êtes bien diplômé, vous êtes dans un grand groupe industriel, tentez déjà de changer de job. Allez faire autre chose ailleurs et puis si le problème persiste, il sera temps de le regarder. Mmh. Mais d'abord changer de job». Il me dit: «OK, ouais, c'est vrai, d'accord, c'est sympa». Il accepte l'idée qui était beaucoup plus sympa pour lui. La semaine suivante, il rentre dans le job board de la boîte, il voit une offre qui lui plaît bien, il candidate, il est reçu aussitôt. 15 jours après, il avait changé de job et je l'ai jamais revu, il en avait plus besoin. Donc parfois, quand on a décidé du juste changement, la vie peut nous aider à le mettre en place rapidement. Alors, vous parlez des multiples dimensions du changement, mais aussi des risques qu'un changement mal entrepris peut comporter. Quels sont les principaux dangers d'un changement précipité ou mal préparé et comment les éviter? Enfin, les éviter, on comprend Ouais. qu'en venant vous voir, c'est mieux. Ouais, Avant, ou en lisant votre livre. Oui, c'est ça. Si vous voulez, le livre est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Vous avez 160 pages de coaching pour 14 €. Voilà, on est dans l'auto-coaching. Honnêtement, oui, mais il a été fait pour ça. Je l'ai fait pour que Ouais. les gens puissent s'en servir aussi et puissent, dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point, s'auto-coacher, parce que c'est quand même possible. Et notamment en travaillant par écrit. Je dis, il y a des gens veulent s'auto-coacher, essayez d'écrire. Vous voyez, écrivez parce que l'écrit permet de prendre une distance par rapport à soi-même et permet aussi de se relire, donc d'avancer en se distanciant. Ça peut être pour des gens qui ont une certaine aisance à l'écrit, ça peut être un très bon outil d'auto-coaching. Donc l'important du changement, c'est il faut pas changer sur un coup de tête. C'est dangereux. Alors même s'il y a des gens plus doués pour ça que d'autres, hein, là aussi, en fonction des signes astrologiques. Ma compagne m'engueulerait si je dis ça, parce qu'elle est bélier, elle considère qu'on peut changer sur un coup de tête, et que le bélier, il est capable de donner de très bons coups de tête. Et puis même s'il se trompe, c'est pas grave, il en redonnera d'autres. Donc là encore, chacun est différent. Il y a des gens qui vont avoir plus besoin de réfléchir que d'autres. Il n'y a jamais de méthodologie universelle. J'ai un proverbe chinois que j'aime bien qui dit il n'y a pas une méthode fixe n'est pas une méthode. Et j'aime bien cette idée. Si vous appliquez la même méthode à tout, ça marche pas. C'est ce qu'on comprend en lisant votre livre. Ça marche pas. Ouais. Il faut trouver sa méthode à soi. Et donc, à un moment donné, il faut réussir à identifier le changement dont j'ai besoin, moi, à cet instant précis. Parce que dans 2 ans, ça sera peut-être un autre. Dans 10 ans, ça sera un autre. Donc, l'important, c'est d'essayer de ne pas le faire sur un coup de tête. Et l'important, je dirais, même si cette question est difficile, hein, c'est de... Je pense que les bons changements nous rapprochent toujours de nous-mêmes. Voilà, donc il faut essayer. Si on change, c'est pour se rapprocher de soi-même. Si on change, c'est pour mettre le pied dans une chaussure qui nous convient mieux et dans laquelle on va mieux marcher. Je pense que la clé, elle est là. Alors, vous écrivez que le travail est toujours une question collective. Comment un changement individuel peut-il influencer positivement son environnement professionnel? Ah ouais, tout changement réussi influe le monde en général. Il faut changer. Ça, c'est le discours de mon chef. C'est pour ça que j'ai pas écrit est-ce qu'il faut changer. J'ai écrit je ne suis pas bien au travail, je change quoi. Pour moi, le changement ne se discute pas. Si vous n'allez pas bien, vous devez changer quelque chose. Et vous ne devez pas hésiter. Parce que les problèmes professionnels, c'est comme les douleurs dentaires, ça s'améliore très rarement tout seul. Il faut accepter que non, il y a quelque chose à changer. Toujours. Mais si vous changez quelque chose pour aller mieux au travail, ça va effectivement avoir un impact sur le monde. Vraiment, c'est un impact collectif, parce que le travail est toujours une affaire collective. On ne travaille jamais seul. Même si on est seul chez soi, on travaille pour d'autres. On travaille avec d'autres à distance. On contribue à produire un service, un bien qui doit avoir une forme d'utilité collective, puisqu'il est acheté quelque part.
Donc si je le fais bien, non seulement je vais aller mieux, donc ce que je vais rayonner va être plus positif. Ce que je vais rayonner autour de moi dans mon cercle personnel va être plus positif. Si je vais pas bien au travail et que je rentre tous les soirs en n'allant pas bien du travail, pour ma femme et mes enfants, c'est pas juste. Si je vais mieux, ça va aller mieux pour tout le monde. Je vais donner un meilleur exemple à mes enfants, par exemple. Et puis, de façon plus générale, je vais rayonner professionnellement quelque chose de plus positif. J'utilise toujours 2 exemples pour ça. Le premier, moi je bosse dans des cafés depuis que j'ai 17 ans. J'ai toujours aimé bosser au café, je fais partie des gens qui aiment bosser au café, et Paris est une ville très riche en café, donc une ville très agréable et très pratique pour ça. Comme je bosse au café depuis que j'ai 17 ans, je suis confronté depuis 40 ans à des serveurs de café. Et serveur de café, c'est un métier qu'on peut faire totalement par hasard ou par erreur, ou pas longtemps pour payer ses études, ce qui est totalement légitime, ou qu'on peut faire par conviction, parce que finalement, on aime bien ce job, on le fait bien, ça se passe bien, on a d'excellents pourboires, et on finit finalement par gagner assez librement, assez bien sa vie. Un serveur de café qui aime son métier, c'est super sympa. C'est sympa pour lui, parce que c'est agréable pour lui d'être là, d'aimer ce qu'il fait, de le faire avec des gens qui sont contents qu'il aime ce qu'il fait. C'est sympa pour son patron, parce que c'est agréable et qu'en plus, ça fait tourner le café d'une manière plus positive. Ça va attirer des clients, ça va ramener des clients. Et puis, un serveur sympa le matin au petit déjeuner, ça met en joie la moitié d'un quartier. Alors qu'un serveur qui n'aime pas ce qu'il fait, qu'il le fait à contre-cœur, c'est l'inverse. Lui, il n'a pas de pourboire, donc il aime encore moins ce qu'il fait. Son patron, il n'est pas content, parce que ça ne tourne pas très bien. Et puis, il est capable de déprimer tout le monde. Regardez un entraîneur de football, le meilleur exemple. Regardez un entraîneur d'équipe de France de football. C'est important le football collectivement. Ça a un pouvoir de rayonnement collectif important. On a Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est un mec qui aime ce qu'il fait, incontestablement. Il aime le football, il aime entraîner, il aime les joueurs, il aime faire ce métier. Il le fait extrêmement bien. Donc, il fait gagner l'équipe de France. Donc, la France entière en bénéficie, psychologiquement. Avant, il y avait Raymond Domenech. Raymond Domenech, c'est quelqu'un que j'ai croisé. Raymond Domenech, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour manager. C'est un être extrêmement hystérique qui ne pense qu'à lui-même. Qui aurait peut-être fait, et d'ailleurs qui a fait un peu de théâtre, qui aurait peut-être fait un très bon comédien, qui aurait peut-être fait un très bon conférencier, qui n'est pas un mauvais journaliste. Il n'est pas du tout fait pour manager. Il est beaucoup trop concerné par sa personne et pas assez par celle des autres. Et il a assez vite réussi à créer de très mauvais résultats. Et en 2010, pendant une Coupe du Monde de football qui s'est terminée tragiquement dans un bus au fin fond de l'Afrique du Sud, il a réussi à déprimer la France entière. On voit donc bien comment le fait d'être ou de ne pas être à sa place peut avoir un impact collectif considérable. Comment les entreprises peuvent-elles encourager leurs collaborateurs à se sentir mieux sans craindre d'être elles-mêmes remises en question? Elles ont du mal avec cette question. Honnêtement, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne travaille pas beaucoup en entreprise sur ces questions-là. Je n'arrive en fait à travailler vraiment en entreprise sur ces questions-là qu'au niveau du recrutement. Parce que là, on a une vraie latitude. Trouver la juste personne. Ouais. Moi, je défends beaucoup cette idée très simple, très ancienne, très old school, que le bon recrutement, c'est the right man, the right woman in the right place. Hein, c'est la bonne personne au bon endroit. En recrutement, on y arrive. À se poser la question, à essayer de se la poser mieux, de se la poser de façon juste. J'ai beaucoup travaillé en formation, en recrutement, par exemple, en entreprise. En mobilité interne, les entreprises ont plus de mal à se poser cette question-là parce que elles n'ont pas envie d'abord de rentrer trop précisément dans les motivations individuelles des collaborateurs, et puis parce que souvent, elles n'ont pas les réponses, elles n'auront pas les réponses. Et ce n'est pas nécessairement toujours leur place non plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs en accompagnement individuel, je travaille très peu en entreprise, parce que les coachings en entreprise sont beaucoup des coachings d'adaptation. Ce ne sont pas des coachings de vérité interne. Ouais, mais quelle est la différence entre les... être. Oui, mais quelle est la différence entre les deux? Moi, je ne la vois pas, entre l'adaptation Le problème en interne. Le problème du coaching en entreprise, c'est qu'en gros, on paye des coachs pour que les collaborateurs, pour que les pieds rentrent dans des chaussures qui ne leur vont pas. Oui, mais ça ne marche pas. Ben non, ça marche pas. Et c'est désagréable pour tout le monde, ou c'est faux. Généralement, en fait, comme ça marche pas, tout le monde arrive à neutraliser la situation. C'est-à-dire que le collaborateur, il veut pas vraiment. Le coach, il a intérêt à se fâcher avec personne. Le RH, pour lui, l'important, c'est que quelque chose ait été fait. Au final, ça change pas grand-chose. Les gens sont très bien payés, mais ça bouge pas. Sauf que la coachée, ou le coaché, n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Il cherche ailleurs en attendant. Donc, en fait, vous avez l'entreprise qui investit,
pour un coach Oui. qui n'est pas du tout adapté à la situation, qui ne répond pas à la problématique du salarié. Parce que Oui. moi, je vous dis ça parce que j'en vois plein autour de moi. Oui. Moi, j'ai plein de copines qui sont dans cette situation-là, qui ont des gros jobs, qui sont coachés, mais c'est pas du tout adapté. Mais non, parce que ce sont des coachings d'adaptation qui sont payés par l'entreprise. À partir du moment où c'est l'entreprise qui paye de toute façon, pour moi, il n'y a pas de vérité possible du coaching. Il n'y en a pas. C'est pour ça que j'en fais pas. Alors effectivement, je devrais en faire, c'est beaucoup mieux payé en entreprise, mais sauf que le job, il est nécessairement faux. Je veux dire, en plus, il est d'autant plus faux que généralement, malheureusement, mais c'est humain, quand un N+1 propose à un N-1 un coaching, c'est souvent pour compenser ses propres faiblesses. J'ai un proverbe comme ça qui dit, que j'ai élaboré moi-même, comme un grand, qui dit: «Le donneur d'ordre est généralement le fauteur de troubles». Donc généralement, on va demander au N-1 de compenser les failles du N+1. Ça marche pas. Donc ça marche. Alors, il y a les seuls coachings en entreprise qui fonctionnent ne sont pas de vrais coachings. D'ailleurs, ce sont plutôt des formations individualisées. C'est des coachings d'aide à la prise de poste peuvent fonctionner. Parce que là, tout le monde a les mêmes intérêts. Vous aidez un jeune manager à prendre son premier job de management, mais en réalité, les puristes du coaching vont dire: mais c'est pas du coaching, ça c'est de la formation. Ils ont raison. Mais au moins là, on sait ce qu'on fait et parfois on peut avoir un impact utile. Sinon, il y a un vrai risque, il y a toujours un vrai risque de dérive, d'ambiguïté. La dernière personne que j'ai coachée en entreprise, c'est drôle, mais c'est très emblématique. On m'avait dit: non, mais vous faites ce que vous voulez, on lui paye un coaching, mais c'est un avantage en nature. Il n'y a pas de demande de l'entreprise. Donc il n'y avait pas eu de réunion tripartite préparatoire. Ça s'était joué directement entre lui et moi. Voilà, l'entreprise investissait sur un individu, elle lui offrait un coach pour travailler ce qu'il voulait. Le problème. Mais d'abord, l'entreprise n'était pas si claire parce que après la 4e séance, le patron m'a dit: oui, mais j'aimerais bien vous voir. Ok, Ouais. mais après on m'a dit: oui, mais bon, il faudrait que quand même vous le formiez parce qu'il n'est pas assez collectif, il n'a pas l'esprit assez collectif. J'ai dit: vous êtes gentil, mais enfin bon, c'est pas ce que lui veut travailler, c'est pas ce qu'on a décidé de travailler ensemble. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il n'était pas assez collectif parce qu'en fait, l'entreprise attendait de lui quelque chose qu'il n'avait pas envie de fournir. Et donc, je l'ai aidé à mettre le doigt sur l'écart entre les attentes de l'entreprise, qui n'étaient pas illégitimes, mais qui étaient les attentes de l'entreprise, et les siennes. Et l'écart entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du coaching, il a démissionné. Donc, l'entreprise a payé un coaching, je veux dire, qui a surtout convaincu le coaché qu'il ferait mieux ailleurs. Moi, j'ai bien fait mon boulot vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis des gens qui me payaient, j'étais pas très à l'aise quand même. Donc si je peux éviter d'être dans cette situation-là, je préfère. Donc les gens viennent me voir, ils payent eux-mêmes. Alors effectivement, c'est beaucoup moins rémunérant pour eux, et pour moi, mais c'est un vrai coût pour eux. Mais au moins, on est dans une vraie liberté. Alors Didier, que pensez-vous des nouvelles attentes des générations actuelles envers le travail? Alors, d'abord, moi, mon boulot, c'est d'accompagner des gens individuellement, donc j'aime bien ne pas généraliser. Moi, je connais que des individus différents qui peuvent appartenir à des générations différentes, mais qui arrivent chacun avec leurs aspirations propres dans tous les cas. Ce qui a changé d'ailleurs, je suis pas sûr que les aspirations aient tant changé que ça. Ce qui a changé par contre, c'est la capacité à travailler en fonction de ses aspirations. Quand j'accompagne des gens qui ont plus de 35 ou 40 ans, ils sont généralement suradaptés. C'est qu'ils se sont un peu oubliés, souvent, au profit des contraintes officielles. Ils ont fait ce que l'entreprise voulait qu'ils fassent. Quand j'accompagne des gens qui ont moins de 35 ans, ils sont plutôt sous-adaptés. Ils ont plutôt un peu tendance à penser qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, indépendamment des contraintes extérieures. Or, dans tous les cas, le travail, c'est vraiment un juste équilibre. C'est un contrat. C'est un équilibre entre soi et l'autre. C'est un équilibre entre ce que je demande et ce que je donne, toujours. Donc les jeunes générations sont simplement mieux, sans doute globalement, collectivement, statistiquement, avec après toutes les différences individuelles possibles, mais sont plus proches de leurs aspirations personnelles. Elles y accordent plus d'importance, on leur a permis d'y accorder plus d'importance, elles ont été élevées par des parents qui leur ont permis d'y être plus sensibles, et donc ils sont moins insensibles à ces dimensions-là. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est qu'ils font moins confiance aux entreprises.
Je pense à raison. Enfin, ils ont vu beaucoup d'histoires d'entreprise, ils ont vu leurs parents en entreprise. Voilà, ils regardent la télé, ils regardent les réseaux sociaux. Ils savent bien qu'on ne peut pas faire confiance aux entreprises, globalement, ni aux promesses des entreprises. Donc ils arrivent avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus de méfiance. Ils sont donc beaucoup moins facilement prêts à s'engager. Voilà. Puis après, la troisième différence, peut-être, c'est que ils vivent dans un monde plus ils ont grandi dans un monde plus réactif, plus rapide, plus mobile, et dans lequel les choses vont plus vite que les générations précédentes. Donc, ils sont plus facilement prêts au changement. Ils démissionnent plus facilement, par exemple, que les générations précédentes. Après, en termes d'aspiration, on dit, ils sont plus sensibles de réconcilier vie personnelle et vie professionnelle. Oui, je pense que c'est globalement, statistiquement vrai, mais c'est surtout qu'ils entendent mieux cette demande. C'est pas que les générations précédentes n'étaient pas sensibles, c'est qu'elles se sont peut-être parfois beaucoup trop assises sur cette envie. Les jeunes générations vont moins facilement s'asseoir là-dessus. Mais là encore, il y a beaucoup d'exceptions. C'est pas si vrai en même temps non plus, hein, parce que je vois encore beaucoup de situations très, très différentes. Je vois encore des jeunes avocats d'affaires, par exemple, qui, même très jeunes, bossent de façon, surréaliste, Ouais. totalement surréaliste, enfin, et qui acceptent des contrats de travail surréalistes. J'ai vu récemment une jeune avocate, spécialisée en fusion-acquisition, 27 ans, très, très bien rémunérée. Vraiment très, très bien rémunéré, mais à qui son patron, au recrutement, a dit: «Mais tu sais, à ce prix-là, ta vie nous appartient». Mmh. Waouh. Ah, il faut oser le dire quand Ouais, même, ouais, ouais. et elle a quand même accepté de signer. Mmh, 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 mmh. Et elle a 27 ans. Donc, je pense qu'il faut attention à toute forme de généralisation abusive quand même. Les jeunes, ça n'existe pas. Oui. Il y a plein de jeunes différents, avec plein qui viennent de plein de milieux différents et de plein d'aspirations différentes. Si vous deviez résumer l'essence de votre livre en une phrase, quelle serait-elle? Bah, il faut changer. Si vous allez pas bien au travail, changez. Réfléchissez à ce que vous devez changer, mais changez. Ne laissez pas durablement le pied dans une chaussure qui vous convient pas ou qui vous convient plus. Si vous avez mal, arrêtez-vous, et réfléchissez. Il y a nécessairement quelque chose à changer. Ne pas aller bien au travail n'est ni une malchance, ni une fatalité. Enfin, si si un auditeur, un téléspectateur, aujourd'hui hésite à entamer un changement, que lui diriez-vous pour, l'encourager? Bah, que le coût du non-changement est généralement beaucoup plus élevé que le coût du changement. Il y a un coût du changement, ça on le voit tous très bien. Donc s'il hésite, c'est il voit bien en quoi ça va être peut-être cher, compliqué, ça va l'obliger à se remettre en question, et cetera. Mais j'aurais envie de lui dire, à il ou elle: «Pensez aussi au coût du non-changement». Ne pas, rester durablement dans une situation qui vous convient pas ou pas vraiment, c'est cher. C'est cher, et en plus les carrières, elles sont longues, et si vous devez encore bosser 20 ans, 30 ans, 15 ans, ça dépend de l'âge que vous avez aujourd'hui, et qu'au fond vous aimez pas vraiment ce que vous faites ou la manière dont vous êtes en train de le faire, il y a peu de chances que ça s'améliore tout seul, et ne pas changer va être extrêmement coûteux. Et puis l'autre chose que j'aurais envie de lui dire, c'est qu'attention, là encore, et comme on l'a déjà dit tout à l'heure, les changements sont pas toujours, une fois si on décide d'un juste changement qui est vrai pour nous, allez, souvent, la vie nous aide à le mettre en place rapidement. Il faut faire confiance. Didier, vous qui avez eu un parcours plutôt académique, qui avez, eu un parcours professionnel plutôt dans le monde du business et du corporate, comment êtes-vous tombé dans la marmite du coaching? Bon, moi, j'y suis tombé tout seul. Alors là, vraiment, j'y suis vraiment tombé tout seul. C'est-à-dire que, je suis même pas tombé d'ailleurs. Enfin, heu, je faisais ça naturellement. J'avais 20 ans, je refaisais déjà les lettres de candidature de tous mes petits camarades. Je les aidais à passer des entretiens de recrutement. Moi, j'aimais le recrutement. Je pense qu'instinctivement, je comprenais assez bien ce qui se passe. Instinctivement, je comprends bien ce qui se passe dans une relation entre 2 personnes. Et j'aime réfléchir à qu'est-ce qui se passe et comment on peut la féconder mieux. Donc assez naturellement, très vite, je me suis retrouvé à gérer des situations comme ça, puis à travailler sur des situations comme ça. Donc à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir un peu ce qui se passait en coaching. Comme je suis diplômé d'HEC, je suis allé à l'association HEC, je suis devenu mentor à l'association HEC. Donc à titre bénévole, j'ai accompagné des gens qui allaient pas bien, je les ai fait travailler. Ça a été une façon pour moi de faire mes classes un peu. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit: «Tiens, ben, après, je pourrais peut-être commencer à accompagner des gens». Alors je ne l'ai pas fait tout de suite, hein, parce que c'est des métiers de maturité, donc j'avais ma première cliente rémunérée, j'ai 41 ans.
Elle est venue complètement par hasard, enfin, les chances du débutant. Je sais même pas comment elle est arrivée en face de moi, c'est très étrange. Parce que quoi, vous aviez décidé déjà de basculer, de faire la bascule entre... J'avais décidé, non, pas de faire une bascule, j'avais décidé d'ouvrir cette corde-là en plus, j'avais décidé de faire ce job-là aussi. Ok. De tenter de faire ce job-là aussi. Ok. Moi, je suis naturellement un slasher, au sens de flash, Ouais. de faire des choses ensemble. J'étais déjà et consultant en communication, et consultant en organisation, et consultant en ressources humaines, et planeur stratégique, et concepteur rédacteur, et animateur de séminaires. J'ai toujours aimé faire des choses différentes, mais qui sont complémentaires en même temps. Et donc, j'avais décidé que ce travail individuel-là m'intéressait. J'avais déjà 7 ans de psychanalyse derrière moi, donc je comprenais assez bien quand même ce qui se jouait à l'intérieur d'une interrelation aussi. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça a l'air intéressant. Je vais aller voir ce qui se passe. Alors, je suis allé voir les écoles de coaching. Je ne m'y suis pas retrouvé, je ne me suis pas reconnu. Ils ne m'ont pas donné envie. Mais puis moi, j'aime bien apprendre par moi-même, j'aime bien apprendre en faisant. Je ne suis pas quelqu'un qui descend de la théorie vers la pratique, je suis quelqu'un qui remonte de la pratique vers la théorie. Donc je me suis dit, non, il faut que j'accompagne des gens, et puis peut-être qu'à la limite, je commence à avoir un niveau, une maturité qui fait que je peux peut-être être rémunéré pour ça. Et donc j'ai commencé à... Et donc il est arrivé une première cliente par relation personnelle, et puis une deuxième de façon beaucoup plus mystérieuse. Dans un cadre qui avait rien à voir avec le coaching, je discute avec quelqu'un qui me dit j'ai une amie qui va pas bien du tout en ce moment, faudrait que vous la receviez. Je sais pas, elle a dû sentir que j'étais capable de, mais c'était vraiment très, très instinctif. Et je reçois une jeune femme qui, effectivement, arrivait plus à se lever le matin pour aller bosser. Et je l'accompagne, ça se passe bien. Et je l'amène à changer de posture, d'ailleurs, pas de travail. Et ça se passe très bien. Et donc, je me dis, tiens, bah ouais, après tout, j'ai pas l'air trop mal configuré pour faire ce job. Mais en même temps, à l'intérieur de moi-même, je me dis, ouais, mais t'es léger encore pour faire ce travail-là. Et comme je me sens léger, je bosse, et je bosse sur d'autres trucs aussi en parallèle pour acquérir une compétence plus large. Et puis petit à petit, j'ai eu un client, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis 15. Et puis c'est devenu une activité régulière. Didier Gutmann, en quoi croyez-vous? Alors là, la question est large, donc je vais vous demander, là pour le coup, pour une fois, je vais vous demander On répond court. de me la faire préciser. Ouais. Alors, je crois. En quoi vous croyez? Alors, par rapport à si je vous fais 2 réponses qui ont un lien quand même avec ce qu'on est en train de se raconter, je crois qu'on porte chacun. Je crois qu'on a chacun une vérité. Je crois qu'on a chacun une vérité de potentiel, et que c'est important qu'on puisse l'exprimer au mieux. C'est quoi une vérité? C'est une mission de vie? Ouais, je pense qu'on est fait pour faire. Je pense qu'on est fait pour faire des choses. Je pense qu'on arrive avec un certain type de potentiel et qu'on est fait pour l'exprimer. Je pense qu'on est fait pour faire certaines choses et qu'il faut qu'on les fasse. Voilà, ça c'est une première croyance. Et Comment ça, il faut qu'on les fasse? Il faut. Je pense que la vie a besoin qu'on les fasse. Je pense que le monde a besoin qu'on incarne le meilleur de notre potentiel. Et ça serait ma deuxième conviction, c'est que je pense que la vie a un sens. Et donc je pense qu'il faut s'inscrire dans ce sens. Et je pense qu'il faut se laisser porter par ce sens. Je pense qu'il faut savoir ne pas être ni à contre-courant de soi-même, ni à contre-courant de la vie, mais il y a un endroit où c'est la même chose. C'est quoi la même chose? Il y a un endroit où être à contre-courant de soi-même et à contre-courant de la vie, c'est la même chose, parce que nous, la vie, le monde, c'est la même chose. J'ai une vision naturellement spirituelle. Et donc, où il est important, c'est donc important pour moi d'être juste. Pas de faire le maximum de pognon ou de maximiser l'impact de son ego. Ça, c'est à un moment donné, c'est nécessairement être faux. Il y a un moment donné où il faut être juste par rapport à la vie, il faut être juste par rapport au monde, et que si on est attentif aux signes que la vie va nous présenter, je veux dire, ça peut se faire assez facilement. Il faut prendre le flux. Je crois, j'ai une culture très orientale. Je crois à cette idée de flux, de chi. Il faut savoir prendre le flux et s'y inscrire naturellement. Les choses deviennent beaucoup plus agréables et beaucoup plus significatives pour tout le monde, pour soi et pour les autres autour de soi. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? Alors, qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui, surtout des textes spirituels. Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Je sais pas, Eckhart Tolle. Ouais. Par exemple, le pouvoir de l'instant présent. J'ouvre un bouquin d'Eckhart Tolle, et d'ailleurs, à la fin de ma bibliographie dans Je ne suis pas bien au travail, je change quoi, j'ai posé un livre et une phrase d'Eckhart Tolle. Donc Eckhart Tolle, par exemple. Moi, j'ouvre un livre d'Eckhart Tolle, j'en lis 2 lignes, et je change de... Ça me recadre aussitôt. Je sais pas, ça me ramène à un endroit plus important, plus urgent, plus essentiel. Toujours. Qu'est-ce qui m'émeut Je sais pas, une vraie conversion. Moi, j'aime les conversions. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas bien du tout,
et qui se métamorphose en quelqu'un qui va bien, je trouve ça très beau. À chaque fois qu'on arrive à transformer positivement quelque chose de sombre en quelque chose de lumineux. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui? Ben, un haut degré quand même d'imbécilité collective que l'élection du nouveau président de la République américaine incarne assez bien. Enfin, du nouveau ancien et très, 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 Mmh. très archaïque président de la République américaine incarne malheureusement beaucoup trop bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Méditer. Si vous aviez un mantra ou une phrase que vous dites pour vous faire du bien ou qui guide votre vie? Alors c'est une phrase, je vais citer une phrase de Prajnanpad. Prajnanpad, c'est un maître indien contemporain, c'était le maître d'Arnaud Desjardins. On lui demandait de résumer sa philosophie et son enseignement en une phrase. Et il était meilleur que moi pour ça, parce que moi, quand vous m'avez demandé, j'en ai fait plusieurs et c'était pas un si bon résumé. Lui disait une phrase très simple: non pas ce qui devrait être, mais ce qui est. Accepte ce qui est, comme c'est. Dis oui. Un mantra, c'est oui. Je pense que oui est un très très bon mantra. Eh bien, merci Didier. Bah, merci à vous.